Bonsoir à tous et bienvenue. 8 621 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué par l'État ivoirien pour l'année 2021. C'est 560 milliards de plus qu'en 2020, annonce issue du Conseil des ministres Yamoussoukro ce mercredi. 35 000 agents des forces de l'ordre vont être déployés sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation de l'élection présidentielle. Le président de la commission électorale indépendante l'a annoncé aux députés à l'Assemblée nationale. Et puis le premier face-à-face de la campagne présidentielle américaine entre Joe Biden et Donald Trump. Peu de fond, mais beaucoup d'injures à 35 jours de la présidentielle. Le tout dernier conseil des ministres avant la présidentielle s'est tenu ce mercredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche et la promotion de la paix. Il a été décidé ce mercredi du budget de l'État ivoirien pour l'année 2021. Il s'élève à 8 621 milliards de francs CFA contre 8 061 milliards en 2020. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a abrité le 23e Conseil des ministres de l'année 2020 dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Un conseil qui est le tout dernier avant la prochaine présidentielle d'octobre 2020. Plusieurs sujets importants ont été abordés au cours de cette réunion gouvernementale présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, notamment le projet de budget de l'année 2021 fixé à 8 621 milliards de francs CFA. Le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget programme est structuré en 35 dotations et 449 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Par ailleurs, l'État ivoirien a décidé de renouveler sa confiance à la compagnie ivoirienne d'électricité pour une durée de 12 ans. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que le prix du cacao pour la prochaine campagne sera dévoilé ce jeudi lors de la Journée nationale du cacao et du chocolat qui sera présidée par le président de la République, Yamoussoukro. Et puis le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli dans une liesse populaire à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, après avoir présidé un conseil des ministres dans la ville, cher à son mentor, le président Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État s'est procédé dans la soirée à l'inauguration de plus de 40 km de la voirie réhabilitée au grand bonheur de la population. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 35 000 agents des forces de sécurité seront mobilisés pour la sécurisation du scrutin d'octobre 2020. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à l'Assemblée nationale Ibrahim Kuber Koulibaly, en charge de l'organisation de ce scrutin. Un scrutin qui déchaîne déjà les passions et qui se prépare dans un contexte où l'opposition appelle à un boycott. Timé Danger. Grand oral du président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kuber Koulibaly, à l'Assemblée nationale au Plateau. Invité par le Présidium du Parlement pour permettre aux représentants du peuple de s'imprégner des dispositions pratiques en vue de la bonne organisation du scrutin présidentiel, le président de la CEI rassure d'emblée que tout est mis en œuvre pour la tenue du scrutin à la date constitutionnelle du 31 octobre 2020. Point de doute là-dessus. Parce que pour qu'il y ait élection, il faut que 3 conditions soient réunies. La première est celle d'avoir des électeurs. Et à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons eu les électeurs. La deuxième, c'est celle d'avoir des candidats. Et à l'occasion de l'office du Conseil constitutionnel, nous avons eu également la liste des candidats. La troisième, c'est l'élaboration des documents électoraux que nous nous attelons à faire pour les déployer sur toute l'étendue du territoire pour que l'élection ait lieu. Oui,
l'élection aura bel et bien lieu le 31 octobre 2020. Les tensions autour du scrutin n'inquiètent nullement le président de l'institution électorale du pays. Soucieux de rassurer davantage les députés et partant les électeurs, il a dévoilé le plan de sécurisation des joutes électorales à venir. L'ordre d'opération pour la sécurisation du scrutin du 31 octobre engagera près de 35 000 agents des forces de sécurité à travers un maillage de 18 postes de commandement, dont un poste de commandement de coordination et 17 postes de commandement secondaire répartis également sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Sur la question du retrait des commissions locales, des représentants des plateformes de l'opposition, pilotés par Pascal Afine-Guessant, annonce faite au moment de son face-à-face avec les parlementaires, Ibrahim Kuibier Koulibaly joue la sérénité. À l'en croire, la décision n'a aucun impact sur le travail de la CEI. Il y a un peu d'inconséquence, mais c'est aussi la faculté des citoyens de faire ou de ne pas faire. C'est ça aussi le droit. Donc, mais ça n'affecte en rien la légalité, je dis bien la légalité de l'élection. L'invité a par ailleurs salué la tribune offerte par le Parlement. Conformément à sa méthode, caractérisée par l'inclusivité et sa volonté de transparence, il s'est dit ouvert à tout autre plateau pour des échanges sur le mode opératoire du scrutin. Ce, pour le divulguer et permettre ainsi à toutes les parties prenantes de se l'approprier. Les plateformes de l'opposition, à savoir la LMP et l'AFD, présidées par Pascal Afine-Guessant, se retirent des CEI locales. Ils dénoncent l'absence de leurs délégués des commissions électorales décentralisées. S'ils écartent toute idée de boycott du scrutin, ils réclament des négociations inclusives pour des élections transparentes et apaisées. Timé Danger, Arouna Zeba. Les représentants des plateformes LMP, Ligue des mouvements pour le progrès, et AFD, Alliance des forces démocratiques, présidée par Pascal Afine-Guessant, doivent désormais s'abstenir de participer à toute activité des commissions électorales locales. Dans la déclaration de retrait, les plateformes font observer que cette décision fait suite au renouvellement des commissions locales en l'absence de leurs délégués et ceux du PDCI. La CEI a donc procédé du 15 au 22 septembre 2020 au renouvellement des bureaux de ces commissions locales en l'absence des représentants de l'AFD, de la LMP et du PDCI. Il en résulte aujourd'hui des bureaux des commissions locales composés à 100% de représentants du RHDP. Quoique les deux plateformes ordonnent le retrait de leurs représentants des commissions locales de la CEI jusqu'à nouvel ordre, elles ne ferment pas la porte du dialogue qu'elles disent réclamer avec le gouvernement sur l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Son leader, Pascal Afine-Guessant, écarte d'ailleurs toute idée de boycott de ce scrutin. Pour lui, des négociations inclusives s'imposent pour éviter des violences post-électorales. Il faut travailler pour éviter les violences politiques. Et nous sommes toujours inscrits dans une logique de démarche politique pour résoudre par la politique les problèmes qui se posent au pays. Et la politique, c'est le dialogue. La politique, c'est les négociations, c'est la participation au jeu. Voilà. Pour faire avancer, parce que les avancées seront cumulatives, seront progressives. Nous avons eu la CEI, mais à chaque moment, il faut aussi savoir résister, dire non, et puis amener celui qui est en face à apporter des améliorations à l'existant. Notons que la suspension de participation aux activités des CEI locales touche également les CEI de l'étranger. Les deux plateformes proches d'Afine-Guessant rejoignent ainsi les autres blocs de l'opposition. Ces derniers avaient décliné la demande du gouvernement de désigner des personnalités devant siéger dans les CEI locales. Et puis, à 2 semaines de l'ouverture officielle de la campagne électorale, plusieurs voix s'élèvent pour inviter la classe politique à plus de responsabilités et proposer des voies de solutions au climat de crispation politique qui prévaut dans le pays. Un reportage de Pierre Dipomélin, Eric Kimo. Nguessant, candidat recalé, plaide en faveur d'une mesure exceptionnelle pour repêcher les candidats ayant fait l'effort de réunir la quasi-totalité des parrainages. Pour lui, ce serait une mesure de réparation qui apaiserait les tensions face à ce qu'il a appelé les défaillances liées à la collecte des parrainages. Le candidat invite le président de la République
à réagir. Au regard des défaillances que nous avons relevées dans le système de parrainage, qui du reste est une grande première en Côte d'Ivoire pour ce qui est de l'élection du président de la République. Nous invitons le président de la République à prendre une ordonnance, comme il a fait pour le code électoral, qui permet à tous les candidats ayant fourni la quasi-totalité des dossiers au Conseil constitutionnel puissent compétir et que les défaillances de parrainage ne leur soient pas imputées. Léon Veilly, président de l'UPN, Union pour le progrès national, lui n'est pas candidat à cette élection, mais préoccupé par la situation politique du pays, il a invité la classe politique à préserver la paix. Pour lui, le combat de l'opposition aurait dû se faire en 2016, lors de l'adoption de la nouvelle constitution. Pour avoir le résultat ou pour atteindre le résultat d'un combat ou d'une lutte politique, c'est bien des années avant. C'est depuis 2016 qu'on devait réfléchir sur l'interprétation de la Nouvelle République. Ils tiennent la vie de toute la Côte d'Ivoire entière. Ça veut dire que des peuples qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'ils fassent la différence entre leur intérêt et celui du peuple. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est fixée le 31 octobre 2020. Après la validation de 4 candidats par le Conseil constitutionnel, les tensions se sont ravivées. L'opposition réclame des réformes profondes, tant au niveau de la CEI qu'au niveau du Conseil constitutionnel. La problématique des logements en Côte d'Ivoire au cœur d'une rencontre hier mardi avec comme invité la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Son directeur général est revenu sur les forces et les faiblesses de la politique de logement dans le pays. Salif Elekwe, Tanguy Kona. De nombreux Ivoiriens aspirent à un logement décent. Que de difficultés dans la réalisation de ce vœu cher. La ruée vers les opérateurs immobiliers avec diverses fortunes, notamment dans le cadre de la vaste politique de logements sociaux lancée il y a quelques années par le gouvernement ivoirien. Bouaké Fofana, le directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, invité ce mardi de la rédaction du quotidien L'Expression, évoque les difficultés liées à ce programme. L'État n'avait pas encore la maîtrise du foncier pour construire sa logement. Deuxièmement, je ne pense pas que tous les aspects de financement étaient en place. Et puis également, la sélection des promoteurs n'a pas été faite forcément avec toute la rigueur nécessaire. Selon Bouaké Fofana, la SICOGI qui a traversé des périodes troubles il y a quelques années se remet. Des programmes immobiliers pour les Ivoiriens sont en cours de réalisation. La SICOGI a, comme je l'ai dit, impacté le paysage urbain d'Abidjan, a construit plus de 50 000 logements et elle revient sur le marché. Elle a l'ambition de reloger les Ivoiriens dans des cadres décents qui répondent aux exigences d'aujourd'hui. La SICOGI créée au lendemain de l'indépendance prendra toute sa part dans la politique d'aménagement du gouvernement, surtout dans les villes universitaires, à en croire Bouaké Fofana. Construire de façon anarchique entraîne de graves conséquences allant jusqu'à l'écroulement de maisons. Pour éviter ces drames, la brigade d'investigation et de contrôle urbain effectue des visites d'inspection sur des chantiers en cours, des visites qui nécessitent des moyens de mobilité, d'où le renforcement en matériel de ces agents ce jeudi par le ministère de la Construction. Nadjaïja, Fulgence Kissédou. Antenne de la brigade d'investigation et de contrôle urbain à Yopougon, Niango Nord, base CIE. Ce service du ministère de la Construction et de l'Urbanisme vérifie et contrôle la disponibilité de documents autorisant la construction sur un site donné. En agglomération ou bien en zone urbaine, il faut absolument, dès lors que vous avez votre titre de propriété, il faut aussi faire le permis de construire. Ce matin, comme il est de coutume, l'équipe effectue sa visite de contrôle. Sur le terrain, les vérifications d'usage. Mais où il est, le permis ?
Bon, c'est que j'appelle mon patron. Alors vous l'appelez, on va vous notifier l'arrêt des travaux à travers un PV de constat. Sur ce chantier, les travaux ont été arrêtés il y a de cela 5 mois. Depuis le mois de mai, nous avons vu ce bâtiment en construction et nous avons notifié l'arrêt des travaux à travers un PV de constat. L'usager s'est présenté, il se trouve qu'il n'a pas de permis de construire. Donc nous avons ordonné l'arrêt des travaux. Présentement, ce chantier est soumis aux amendes administratives. Pour effectuer efficacement leur mission, il est impératif pour ces brigades d'être renforcées en matériel et en personnel. La mise à disposition de la brigade de 60 motos, 124 casques, de chaussures de sécurité, 250 gilets, etc. permettra d'accroître la mobilité et la fréquence des agents contrôleurs, si bien qu'on pourra de moins en moins construire dans l'illégalité. Lors de la cérémonie de remise, il a insisté sur le respect du cadre législatif, notamment l'obligation d'avoir un architecte pour construire. Désormais, en Côte d'Ivoire, toute construction de bâtiment au-delà de 50 mètres carrés doit faire recours à un architecte. À Abidjan, environ 80% des chantiers sont sans permis de construire et encourent des amendes allant de 12 500 francs à 20 000 francs le mètre carré en fonction du type de construction. Immersion dans le quotidien des vendeurs ambulants, ces jeunes qu'on croise sur toutes les grandes artères de la capitale Abidjan, les mains chargées de leurs articles. Ils bravent soleil et pluie des journées entières pour quelques billets, une activité difficile dans laquelle ces derniers s'engagent à défaut de faire la manche. Nadjaïja, Harouna Zeba. Ils sont dans les rues, au feu tricolore, aux alentours des marchés, dans les endroits de restauration et détente, et proposent à la vente une diversité d'articles allant de la consommation aux accessoires de maison et vêtements. Eux, ce sont les colporteurs ou vendeurs ambulants. Bintou Keïta, déscolarisée, est arrivée à cette activité il y a 4 ans, sur instruction de sa tante, et exerce sans rémunération. Depuis toujours, je vendais l'eau, mais je m'asseyais pour vendre. C'est ma tante qui m'a dit de me promener. Je vends pour elle. Au commerce d'eau qu'elle fait pour sa parenté, elle a ajouté pour son propre compte la vente de lotus, une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins primaires. J'ai commencé avec 3 000 francs, mon commerce de lotus. 3 paquets de lotus, j'ai commencé. Maintenant, j'arrive à payer même les cartons. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Si je veux acheter des habits, je peux acheter grâce à mon commerce de lotus. Tout ce que je veux manger, je peux acheter avec ça. Si je veux aller me tresser, j'achète avec ça. Si ma chaussure est coupée aussi, j'achète avec. La contrainte financière et le lourd investissement de départ, c'est la cause majeure qu'évoquent la plupart de ces commerçants qui font de la rue leur marché. Le magasin est cher. Je n'ai pas l'argent pour prendre magasin. Tu as de prendre magasin, on vend du caution. Je n'ai pas l'argent ici. Souvent, je peux marcher à 13 jours à Makori. Je vends, c'est ça, je prends pour manger, je prends pour me chercher. Je vais m'asseoir à la maison. Il y a 2 enfants, c'est moi qui prends soin de eux. L'activité est rentable, malgré les difficultés y afférentes, et ce n'est pas Seydou Koné, connu sous l'appellation de Rasta, auprès de ses clients qui dira le contraire. Lui, qui a commencé depuis 1996 à Atekoubé, puis au Plateau, avant de s'installer au port, a su fidéliser sa clientèle avec son approche enthousiaste. Je fais mon petit amusement, vraiment ils sont contents. Souvent ils les donnent, donne-moi ce que tu veux. Ce que tu veux me donner, donne-moi ça. Bon, s'ils me donnent au moins 1000 francs, ils disent non, ça ne suffit pas. Là, il faut augmenter un peu. Voilà, parce que tu es mon premier client. Souvent, on n'a pas trop le temps. Quand on est au travail, il faut repartir encore à Djamé, faire les achats pour les enfants, vraiment. Quand tu es au boulot, tu peux acheter et puis ramener à la maison. Mais ils vendent de la bonne qualité et puis il est moins cher. Être vendeur ambulant reste néanmoins un métier à haut risque. L'autre difficulté, c'est la pluie. Souvent, nous empêche de vendre. Et puis, des fois, il y a des chauffeurs aussi, quand ils viennent, ils sont capables de... C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est Dieu qui nous protège parce qu'ils font sur nous souvent. On prend des risques même. Souvent, là, il y a les voitures qui viennent poigner les gens devant nous-mêmes, on voit. C'est Dieu qui nous protège. Il y a plein de voleurs qui viennent, d'autres viennent garer.
prends tes marchandises, tes dons faux billets, 10 000, puis tu tombes, tu te retournes à la maison. Ajoutez à cela les tracasseries avec les mairies. Les mairies là nous fatiguent. Quand on marche, souvent on dit on a qu'à montrer papier de commerce, on n'aime pas souvent, il peut prendre nos bagages. La journée même tu passes ici, tu peux prendre tes bagages, tu vas vendre. Tu arrives un jour quand tu te laisses. Ça. Selon les informations recueillies, le commerce ambulant serait légal et soumis à des taxes. La course-poursuite dont font souvent l'objet les commerçants ambulants serait donc due à des interdictions de vente sur certaines zones, mais aussi au non-paiement des taxes qui leur sont assignées. Invective, raillerie, attaque personnelle, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden a offert hier mardi un spectacle particulièrement chaotique à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous haute tension lors d'un duel télévisé suivi par des dizaines de millions d'Américains. Le candidat démocrate de 77 ans a traité le républicain Donald Trump de menteur, puis de clown. Vous allez la fermer, lui a-t-il même lancé, alors que la confrontation virait à la cacophonie. Yeli Traoré. Le président Donald Trump, en mauvaise posture dans les sondages, espérait un faux pas de son rival, qui n'a pas eu lieu. Mâchoire serrée, le locataire de la Maison-Blanche, qui briguera le 3 novembre un second mandat de 4 ans, s'est efforcé de dépeindre son adversaire comme une marionnette de la gauche radicale, que ce soit sur la santé, la sécurité ou le climat. Nous croyons en l'ordre public, mais pas vous. Les 10 premières villes et les 40 premières villes sont dirigées par des démocrates qui, dans de nombreux cas, sont de la gauche radicale. Et ils vous ont pris au dépourvu, à tel point que vous ne voulez plus rien dire sur l'ordre public. L'ancien vice-président de Barack Obama, dont la combativité suscitait des interrogations, a tenu le choc dans ce face-à-face organisé à Cleveland, dans l'Ohio, parmi les États les plus disputés de l'élection. Avec ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus pauvres, plus divisés et plus violents. Quand j'étais vice-président, nous avons hérité d'une récession. On m'a demandé de la réparer, je l'ai fait. Nous lui avons laissé une économie en plein essor et il a causé la récession. En ce qui concerne le fait d'être plus faible, le fait est que je me suis retrouvé face à face avec Poutine et je lui ai fait comprendre que nous n'allions prendre aucune de ses affaires. C'est le caniche de Poutine. Il refuse toujours de parler à Poutine de la prime sur la tête des soldats américains. Le président Trump, qui se présente en président de la loi et de l'ordre, se défend lorsqu'on lui demande s'il acceptera le résultat de l'élection de novembre. Si c'est une élection équitable, je suis à 100% d'accord. Mais si je vois que des dizaines de milliers de bulletins de vote sont manipulés, je ne peux pas accepter cela, dit-il. Le candidat démocrate Joe Biden s'est engagé pour sa part à accepter les résultats du vote. Ce débat restera comme l'un des pires de l'histoire, a déclaré Aaron Kahl, enseignant à l'Université du Michigan et spécialiste des duels présidentiels. 2 autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami, en Floride et à Nashville, dans le Tennessee. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.